Bienvenue pour ce webinaire sur les mobilités publiques. Donc moi je suis Benoît Lanus, je suis consultant. Mon activité s'appelle Ferroviaire démocratique, mais vous verrez que mon activité c'est plus trop ça aujourd'hui. Je suis accompagné d'Emeline, qui est dans la même coopérative d'activité que moi et qui m'accompagne sur la partie gestion administrative des formations. On en parlera tout à l'heure. Et par Johan et Anne-Laure de haute fidélité, parce qu'effectivement, haute fidélité est partenaire de la formation qu'on va organiser en Hauts-de-France à partir de novembre, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, pour commencer en mettant les choses les pieds dans le plat, pourquoi en fait les mobilités publiques, c'est pas si simple pour les acteurs de culture. Donc, ces dernières années, maintenant qu'on creuse les questions de transition écologique, on s'aperçoit que pour la plupart des acteurs culturels, le plus gros impact carbone, c'est de loin la mobilité des publics. Sauf que faire évoluer les mobilités de ces publics, c'est pas si simple, parce qu'on a des contraintes fortes, contraintes financières, contraintes humaines, que des fois on ne sait pas par où commencer, ou alors on met en place des choses et que les effets sont pas très importants par rapport à l'investissement humain ou de moyens qu'on a pu faire. Et donc on peut des fois être un peu désemparé, et c'est sûr que moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider non seulement à trouver des solutions, mais c'est pas que de la méthode et des solutions, c'est aussi par rapport à vos solutions, votre situation à vous, parce que ce que je m'aperçois forcément, les responsables de lieux, d'événements, les personnes en charge des mobilités, la transition se trouvent vraiment pressurisés un peu face à des envies de faire, des injonctions à faire et des difficultés à faire. Parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que c'est pas facile toujours de partager avec toute son équipe. Et donc, vraiment, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à trouver des solutions, non seulement technico-pratiques, mais aussi pour pouvoir vous agir sans vous mettre dans le rouge, parce que souvent, c'est un peu ça qui se passe. C'est on est très engagé, on y met beaucoup de soi, mais en fait, on n'a pas forcément, on se met aussi en difficulté. Donc, c'est aussi de vous aider à trouver ces solutions-là. Et bonjour à Vincent qui vient d'arriver. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'avoir un petit sondage. Ah, ouais, hop. C'est de vous proposer de dire où est-ce que vous en êtes, vous, sur ces questions de mobilité des publics. Est-ce que tout va bien? En fait, tout va bien, vous gérez ça, il n'y a pas de souci, tout marche. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Vous sentez que vous avez identifié des leviers intéressants, mais vous n'avez pas forcément à bien les mettre en place. Il vous manque des choses, voilà. Mais ou est-ce que vous êtes assez frustré parce que vous avez essayé des choses et que vous êtes très loin d'avoir des résultats satisfaisants? Ou est-ce que vous vous dites, en fait, on est complètement largué? Voilà, donc du coup, comment vous vous situez là aujourd'hui? Voilà, donc du coup, alors, je vois, bon, le barométrie, c'est moi, je me suis trompé, j'ai répondu, mais je vois effectivement que du coup, voilà, il y a une personne du coup qui se sent aujourd'hui larguée. Donc n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de souci pour dire, voilà, on va présenter plein de choses et on va essayer de voir comment on répond. Il y en a d'autres, effectivement, c'est rassurant, qui se disent, voilà, au moins on a fait des choses, c'est pas tout à fait satisfaisant, mais on a fait des choses. Et d'autres, ça coince, on va essayer de répondre au mieux à tout ceci. Alors, pour ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui suis-je? Alors, moi, je suis urbaniste. J'ai travaillé 15 ans dans une grande collectivité qui s'appelle Toulouse Métropole. Je suis petit à petit spécialisé sur la question de mobilité.
Et quand j'ai créé ma propre activité, que je me suis mis en disponibilité il y a 2 ans et demi, j'avais comme objectif d'aider les acteurs à obtenir plus de trains. C'est pour ça que je vais appeler ça ferroviaire démocratique pour des collectivités, pour des assos, pour des acteurs économiques. Et j'ai été alpagué par quelqu'un lors de mon webinaire de lancement, qui s'appelle David Hill, et qui m'a dit, dans la culture, on a des problèmes sur les mobilités. Et donc, depuis 2 ans, je me suis petit à petit spécialisé sur ces questions de mobilité du public dans la culture. Alors, on en parlera. J'ai travaillé en Nouvelle-Aquitaine, autour de Bordeaux, pour la région, le département, la DRAC, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup accompagné 15 festivals normands, on en reparlera. J'ai fait des formations pour Festival en Mouvement. Je vais faire une formation aussi en novembre pour le ministère de la Culture, pour les personnes du ministère et des DRAC, dans le cadre de la mise en place de CACT d'un spectacle vivant sur le volet mobilité. Bref, je me suis petit à petit spécialisé sur le sujet. Et une autre dimension qui est importante pour moi, c'est que je ne suis pas forcément seulement qu'un technicien, mais je considère aussi comme un formateur. Et pour moi, c'est important de partager des compétences et je privilégie, on en reparlera, le format de formation-action du passage à l'acte. Ça me semble très important et on en reparlera tout à l'heure, parce que des fois, des formations, on se dit, pendant la formation, c'est super, mais après, on se retrouve tout seul chez soi et on a du mal à passer l'action. Et moi, je crois du coup à ce format-là. Donc, j'ai présenté déjà mes camarades du jour, Emeline, Johan et Anne-Laure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, je vous propose en fait d'en faire en plusieurs temps. D'abord, je vais prendre un bon temps pour vous partager un certain nombre d'enseignements sur c'est quoi les éléments clés pour une approche pragmatique, des retours d'expérience de l'accompagnement des 15 festivals normands cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de similitudes, de différences pour des lieux, pour des théâtres, etc. Et quels seraient un peu 4 conseils que je vous donnerai pour passer rapidement à l'action. Et après ça, on fera un petit zoom sur la formation dont on lance 2 sessions en novembre, une session en Hauts-de-France et une session en Normandie. Et, voilà. Et on aura une session de questions-réponses. Donc pour tout ça, vous allez voir en bas, vous avez le chat et les questions. Pour toutes les questions que vous voudrez poser pour que je précise des choses, vous pouvez les poser dans le module questions, on les prendra tout à la fin. Et vous pourrez aussi appuyer, si certains ont déjà posé des questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à dire que vous les partagez. Et dans le chat, n'hésitez pas non plus à poser des questions, à réagir, à partager vos expériences. Voilà, Anne-Laure, Johan et Emeline regarderont tout ça pendant que moi je parle. Je ne vais pas arriver à tout faire en même temps. Voilà, alors, commençons par un peu une approche générale. Qu'est-ce que j'entends par une approche pragmatique? Il y a 4 éléments que sont importants. C'est la première, c'est de comprendre, connaître ces publics et les segmenter avec, là, un exemple issu du projet Déclic, label électrique à Grenoble. Vous voyez qu'il y a 38% du public qui vient en voiture, sauf que 40 km parcourus, c'est 86%, et c'est 99% de l'impact carbone. Ça veut dire que quand on va s'intéresser à réduire l'impact des mobilités du public, en fait, tout le monde n'est pas dans la même situation. Donc, on voit que là, il va falloir traiter d'abord ceux qui viennent en voiture. Et même dans ceux qui viennent en voiture, on va sûrement distinguer des gens qui viennent de la proximité à 5 km et ceux qui viennent de 50, 100 km qui n'auront pas les mêmes problématiques. Donc, on va essayer de travailler en segmentant son public, c'est hyper important. Alors, sachant qu'on va voir qu'il y a des questions d'objectifs de comment je réduis l'impact carbone, mais aussi on peut avoir d'autres objectifs sur les mobilités, comment je favorise l'accès à la culture, comment je vais chercher plus de public pour aussi des questions économiques. Il n'y a pas que la question de l'impact carbone, même si c'est la clé d'entrée qu'on prend d'un point de vue transition écologique.
Deuxième élément qui me semble important, ce n'est pas parce qu'il faut changer les mobilités pour les questions écologiques que c'est l'écologie qui fait que les gens changent leur mobilité. Là, on avait des petits exemples de critères dans les premières enquêtes réalisées sur un cadre de festival en mouvement sur les motifs de choix des modes de déplacement. Et en fait, ce qui compte, c'est est-ce que c'est les habitudes, la praticité, le confort, la rapidité, et est-ce que j'ai d'autres possibilités? Est-ce qu'elles n'existent pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ou est-ce que je ne les connais pas? Et la question de l'écologie, la raison économique et les motifs économiques arrivent bien après. Voilà. Et donc, on peut avoir des personnes sensibles aux questions écologiques, mais en fait, ça ne va pas suffire pour pas qu'ils viennent en voiture ou qu'ils fassent plus de covoiturage. Et donc, il va falloir vraiment s'intéresser à ces motifs, à comprendre ces publics, les leviers pour trouver des solutions qui puissent avoir un impact. Troisième point qui me semble très important, c'est qu'il ne faut pas que les acteurs de la culture se positionnent uniquement comme des demandeurs auprès des acteurs de la mobilité. Comme acteurs de la culture, en fait, vous pouvez aussi les aider eux. Et si vous les aidez eux, ils vont plus vous aider. Vous pouvez, en fait, les acteurs de la culture arrivent à faire vivre des expériences à leur public. Et pour un festival, on va prendre le transport en commun, peut-être qu'on ne prend pas l'habitude parce qu'on sait qu'on ne peut pas y aller, que c'est le bordel pour se garer, pour venir. On va accepter de faire des choses différentes et donc ça va être un moyen de sensibiliser. Et donc on va pouvoir essayer comme ça de trouver des axes de collaboration où tout le monde est gagnant. Sachant que l'impact de la culture, ça peut être, il peut avoir des effets pour vous, sur la mobilité, de réduire votre impact carbone, mais c'est aussi comment on sensibilise ces publics à l'offre de mobilité qui est portée par les acteurs, par la métropole, la région, voilà, pour des changements en fait au quotidien. C'est qu'on fait l'expérience pendant le festival ou en allant en concert ou en allant en spectacle, et ça aide à valoriser au quotidien. Et donc en fait, en termes d'axe de collaboration, celui auquel pensent le plus facilement les acteurs de la culture, c'est de dire il faut améliorer l'offre de mobilité pour qu'on en voiture ou en voiture seule. Mais il peut y avoir d'autres axes de collaboration. Par exemple, on peut essayer de valoriser l'offre de mobilité qui existe auprès de son public. On peut valoriser l'offre culturelle desservie par une ligne de transport en commun, auprès des usagers de cette ligne. On peut améliorer l'offre culturelle là où les transports en commun sont bons. Et on peut peut-être avoir des opérations conjointes pour acteurs de la culture, acteurs de la mobilité, pour essayer de toucher. On peut imaginer plein de choses qui sont à creuser. Dernier élément, souvent on peut avoir l'impression de se dire, ah là là, on a fait notre bilan carbone et les mobilités publiques représentent 60% de notre impact ou 55%. On ne va jamais à réussir à diviser ça par 4, 5 ou je sais combien. Bon, en fait, il faut faire ça sereinement. En fait, il faut, en s'inscrivant dans le temps, en fait, on va essayer de faire les choses pas à pas, pas tout faire de suite. Et ce qui va être important là, c'est de dire, bon, mais c'est comme une randonnée en fait. Quelle est la première étape qu'on fait? Et si on préparait cette première étape? Et cette étape, on va essayer de réfléchir, pas la prendre au hasard, mais on va essayer de jouer des effets de domino. Les effets de domino, là, en fait, c'est un truc qui s'appelle la courbe de Rogers. C'est la diffusion d'innovation. Et en fait, ce que ça dit, c'est on va pas essayer de convaincre tout le monde de suite. Il va y avoir des gens qui vont dire banco, de toute façon, les transports en commun, le vélo, de suite, je prends. Le covoiturage, je le fais naturellement. Il va y avoir des gens il y aura les innovateurs. Dès qu'ils proposent quelque chose, ils font. Il va y avoir ceux qui vont très facilement changer ou faire des choses. Et puis, il y en a, il va falloir un peu plus les convaincre, mais s'ils voient que d'autres bougent, si il commence à y avoir un petit effet, ça va convaincre petit à petit les autres d'arriver. Et plus il y en aura, plus ça va faire en fait effet boule de neige. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire aussi. C'est que vous n'avez pas à résoudre, convaincre tout le monde de suite, mais des fois, certains axes, c'est comment on va arriver à faire petit à petit boule de neige. On le voit la caricature, souvent, c'est le covoiturage par plateforme où en fait on a zéro personne, zéro annonce, zéro offre. Et donc, on ne va pas essayer de convaincre de suite tout le monde, mais on va se dire comment on fait déjà pour qu'il y ait les premiers qui le font et pour que ça fasse boule de neige.
C'est pour ça que du coup, si je devais résumer cette approche que je défends, c'est être pragmatique, partenarial et itératif. Donc, on a un cadre financier qui est contraint et il faut faire avec. Il n'y aura pas de miracle et la situation ne va pas s'améliorer. Donc, on va essayer d'identifier les actions ciblées et réalistes, centrées sur les festivaliers, sur leur expérience, sur leur parcours. Et pour ça, on va travailler avec de nouvelles collaborations avec des acteurs de mobilité, peut-être aussi des acteurs du tourisme, on en parlera, et on va essayer de valoriser l'existant d'abord et s'inscrire dans le temps. Alors, un petit retour sur ce qu'on a fait cette année avec les 15 festivals normands. Alors, ça s'inscrit dans une marche plus globale avec, d'un côté, il y avait Festival en mouvement au niveau national et puis en Normandie, une commande de la région de travailler sur un plan de mobilité des festivals avec Normandie Musique Actuelle sollicité pour animer un peu tout ça. Ça a donné 34 enquêtes mobilité en 2023-2024, mais ils se sont aperçus que le passage à l'action n'était pas si simple. Il n'était pas si simple parce que on s'est dit, on va faire un convoi vélo. Bon, oui, il y a 30 personnes au convoi vélo alors qu'il y a 3000 personnes tous les soirs. Ou on met en place une solution de covoiturage et en fait, il y a zéro annonce. Il y a un covoiturage informel, mais il y a zéro annonce, etc. etc. Et donc, on dit, bon, comment on fait pour accompagner ce passage à l'action? Et donc, du coup, Normandie Musique actuellement sollicité et on a mis en place une formation action avec 15 festivals, donc du coup, qui était la session prototype de la formation qu'on va vous proposer pour la suite. Une formation, 2 accompagnements renforcés pour 2 de ces festivals, dont on va parler, Jazz sous les pommiers et Vivacité, qui est un festival d'art de rue, et une formation aussi pour 7 agences et réseaux, donc il y avait pour les autres agences, donc Normandie Images, Audia pour le spectacle vivant, le patrimoine, etc., etc. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, ce qu'on peut dire sur ces festivals, c'est grosso modo, en fait, ces 15 festivals, ils ont quand même bien avancé parce que le travail qu'on a fait a permis que le 1er avril ou 2 avril, 1er avril, ils prennent tous leur plan d'action avec centrer ces actions pragmatiques sur des segments particuliers du public, avec par contre un niveau de mise en application pour l'édition 2025 qui a été hétérogène parce que, en fait, on a commencé la formation tard, début janvier, et donc on est très proche après du festival, et donc il y a des certain de choses où c'était un peu tard pour arriver à réussir à les mettre en place. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu quand même, du coup, au-delà de l'identification de ces actions, un renfort de partenariat avec toutes les intercos concernés, donc Rouen Métropole, Cherbourg Aglo, Coutances Mer et Bocage, Grand Vite Mer. Par contre, pour la région, c'était plus lent. Parce que le temps qu'on puisse discuter avec les différents services de la région qui s'occupent des TER, des cars, en fait, du tourisme, il y a des pistes d'action qui sont trouvées intéressantes, mais on n'a pas pu les faire pour 2025. Et donc, du coup, si on arrive à. Ce qui change beaucoup, c'est qu'on se retrouve, ces festivals se retrouvaient quand même avec, du coup, des bonnes bases pour travailler dès septembre, là, 2025, sur l'édition d'après. Vous verrez, effectivement, du coup, on avance et donc, du coup, c'est pas la même chose après de travailler avec des partenaires sur des solutions qui ont déjà été identifiées, partagées, et on se trouve en septembre pour préparer pour juillet prochain, qu'arriver en février, toc, 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 est-ce qu'on pourrait travailler sur le sujet? Donc ça, c'est super. Je voulais parler un peu pour vous montrer des typologies et qui vont pouvoir vous illustrer des sujets qui peuvent ou vous concerner directement ou vous montrer comment on va essayer de trouver des typologies de festivals et de lieux avec, qui permettent d'identifier des leviers principaux. Qu'est-ce que j'appelle les festivals camping? Là, vous le voyez, c'est Arsenic. Festival, donc du coup, où une grosse partie du public dort au festival. Et en général, c'est celui qui vient de plus loin. Là, vous voyez quand même le camping en bas et le parking en haut. Il y en a quand même quelques-uns comme ça. Et ils ont une gare juste à côté. Et donc, l'enjeu, ça va se dire, commençons déjà par travailler sur ces festivals et campeurs. Ces festivals et campeurs, en fait, ils arrivent en journée, ils repartent en journée. Il n'y a pas besoin de bus,
de train le soir supplémentaires. Non, ce qu'il faut essayer de voir, c'est parmi ceux-ci, lesquels peuvent venir en transport commun et comment on fait pour le rendre attractif, et lesquels ne peuvent pas venir en transport commun, mais sur lesquels on va insister sur le covoiturage. Mais en ciblant spécifiquement cette partie du public. Là, vous avez l'exemple de Papillon de Nuit, qui est un autre festival qui faisait partie de la démarche. Et on voit que eux, les festivals des campeurs, grosso modo, ils arrivent le premier jour, la journée, et ils repartent le lundi, après le dernier jour. Et le public plus local qui dort chez lui, ben, lui, en fait, il fait des allers-retours chaque jour. Mais s'il fait des allers-retours de 5, 10, 15 km, par rapport à l'impact de ces 10 000 festivaliers qui viennent des fois de 100, 200 ou 300, enfin, plus de kilomètres, il est plus limité. Sachant qu'ils ont des petits conflits d'arrivée où tout le monde arrive le premier jour, ils ont peu de route, donc c'est compliqué. Et il se trouve que ben, quand on s'intéresse à ça, et bien, des fois on s'aperçoit que même quand on a un partenariat avec la région, ben, en fait, le partenariat porte sur des dispositifs qui ne sont pas du tout pratiques. Dans l'occurrence, si on prend Normandie, du coup, si on prend Papillon de Nuit, les gens arrivent le vendredi et ils repartent le lundi. Et le partenariat de promotion de venir en train au festival fait la promotion de dispositifs sur 2 jours qui ne sont pas du tout adaptés au public. Avec des parcours derrière pour acheter le billet hyper compliqués. Bon, mais ça, en fait, ça freine. Et sur plusieurs festivals, comme Papillon de Nuit ou Chauffer dans le Morceur, il y a un partenariat pour valoriser le train, mais derrière, les festivals ont un problème de capacité de navette entre la gare et le festival. Bref, il va falloir essayer de comprendre tous ces mécanismes-là pour voir comment on peut rendre ça très attractif, comme par exemple le festival, le Biche Festival, qui se trouve aussi en Normandie, et où 27% du public sont des festivals de campeurs qui arrivent en train. D'accord, 20% des gens qui sont au camping et qui viennent en voiture. Et là, on voit typiquement en Normandie, c'est un festival en Normandie, mais en fait, c'est sur la ligne Paris-Granville. En fait, pour venir dans la plupart des grandes villes en Normandie, c'est impossible de venir en transport commun. Donc, c'est normal qu'il y ait personne qui vienne en train. Et donc là, en fait, typiquement, c'est des personnes à qui on va parler du covoiturage. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, vous voyez, de poser quelques questions et arriver à comprendre des leviers qui vont changer suivant les cas. 2 exemples, les festivals tourisme. Là, en fait, on est sur des festivals où une bonne partie du public, en particulier celui qui vient de l'OM, ne dort ni au camping du festival, j'y reviens pas, ni chez lui. Or, si on ne veut pas que le public vienne en voiture individuelle tout seul ou à deux, juste à deux, jusqu'au festival, en fait, il va falloir réfléchir à où est-ce qu'il se loge, quelles sont ses autres activités sur place, parce que souvent, en fait, il fait d'autres activités, et comment il se déplace sur place. Et grosso modo, il va falloir réfléchir, en fait, si on ne veut pas qu'il vienne en voiture, il faut qu'il puisse faire un séjour sans voiture sur place. Je vais vous montrer ça avec l'exemple de Jazz sous les pommiers. Alors, Jazz sous les pommiers, quand on regarde les gens qui ne dorment pas à leur domicile et qui viennent en voiture et qui font plus de 100 km, c'est 33%, c'est un tiers du public, dans l'enquête mobilité réalisée en 2023. Et donc, en fait, c'est le principal. Là, vous avez seulement 60-80% de l'impact carbone des déplacements. C'est cela, c'est 33%. Et donc, nous, on a essayé de comprendre, du coup, quand on a essayé de creuser, en fait, personne ne savait où ils dormaient, les gens. Parce qu'en fait, il y a très peu de résidences secondaires sur Coutances. Il y a un petit dispositif d'incitation des locaux à louer une chambre pendant le festival. Mais chaque année, il n'y a qu'une 30-40 offres qui apparaissent sur le site de l'Office tourisme. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a sur la côte, il y a énormément de résidences secondaires et locatives. Donc 6 000 sur la côte ici, sur des communes qui sont desservies par 2 lignes de car de la région. On pourrait se dire, c'est super, sauf que ces lignes de car ne fonctionnent que l'été, alors que le festival est en mai.
Donc, on a essayé de creuser, en fait, on n'avait aucune indication. On a fait, du coup, une enquête avec spécifique, avec plus de 200 réponses. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, d'une part, en fait, il y avait quand même plus d'un tiers qui dormait à Coutances, donc beaucoup plus que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les gens, en fait, quand ils ont trouvé un plan pour se loger, en fait, ils relouent d'une année sur l'autre la même chambre, parce qu'en fait, comme dans beaucoup de festivals, il y a un public d'habitués qui revient chaque année. Et un gros tiers était aussi, donc 36% d'un côté, 35% de l'autre. Dans les communes en vert, ces communes desservies par ces lignes de car qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'était la première chose. Mais quand on leur a demandé quelles sont leurs activités, 73% des répondants, en fait, font aussi des activités de bord de mer. En fait, il n'y a que 7% des festivaliers qui disent qu'ils font que du jazz, qui viennent se shooter au jazz. Donc ça, c'est pour Thierry de Jazz Nord, qui font que du jazz, il n'y en a que 7%. Les autres, en fait, 73% font des activités de bord de mer, 50% font des visites patrimoniales, 50% font des balades à pied et à vélo. Et donc, en fait, l'expérience vécue par les festivaliers, c'est déjà sur le premier en bord de mer. Et donc, le quart, en fait, qui ne fonctionne pas, en fait, il devrait normalement servir pour les gens qui sont sur la côte pour venir au festival, mais aussi pour les gens qui sont à Coutances pour aller sur la côte. Et donc, l'enjeu là pour eux, c'est de réfléchir maintenant à, bon, ben, il faut obtenir que la région active cette ligne de car pendant le festival, mais après de construire avec l'Office du tourisme, avec les acteurs locaux qui hébergent, les acteurs, parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui organisent des manifestations, des expos, pour profiter du public qui vient pour Jazz sur le pommier, pour construire une offre en fait de séjour sans voiture sur le territoire. Et c'est là où le festival en plus peut être un laboratoire. Aujourd'hui, sur le tourisme, il y a beaucoup, les acteurs de tourisme travaillent beaucoup sur comment favoriser des séjours sans voiture, réduire l'impact des touristes. Et du coup, un festival peut être en fait un laboratoire, plutôt que là aussi de travailler sur comment on fait pour que pendant toute la saison, sur toutes les activités, on puisse faire des séjours sans voiture sur notre territoire. Bien, un festival peut être un laboratoire pour travailler le sujet. Mais je pense que ça peut être aussi le cas, on en reparlera, pour des lieux qui ont des spectacles, des concerts à fort rayonnement, où les gens viennent de très loin pour un concert, un spectacle, et donc du coup peuvent faire une nuitée plutôt que rentrer chez eux le soir. Et bien, il peut y avoir aussi des stratégies comme ça de travailler sur le séjour sans voiture. Troisième exemple, ce qu'on appelle les festivals urbains. Donc là, c'est des festivals qui sont dans des agglos qui ont une offre de transport en commun importante avec un public essentiellement local. Ou en plus, on peut avoir pas mal de festivals qui n'ont pas de billetterie parce que c'est dehors, sur les places, sur l'espace public. Donc en plus, on ne peut pas communiquer spécifiquement auprès de son public. Et là, on va être souvent sur l'enjeu plutôt de travailler les acteurs vraiment locaux sur comment on valorise l'offre de mobilité existante en vélo et avec du coup des effets vraiment de renfort de valoriser ces offres-là pour aider au changement plus au quotidien aussi. Et donc, du coup, de travail fait avec les acteurs locaux. Et pour vous montrer, en fait, on avait Vivacité se trouve dans une commune limitrophe à Rouen, desservie par leur système de métro-tramway. Ils ont un système un peu original. Et dans leur plan, en fait, on voit que le métro-tramway. C'est la référence, c'est simple, tout le monde connaît. Ce que moi, on a mis en valeur, c'est que finalement, le festival était desservi par 6 lignes de transport en commun qui fonctionnent jusqu'à minuit. Il y a la ligne de métro, mais il y a 2 autres lignes qui desservent l'entrée de l'hôtel de ville de Sotteville, mais 3 autres qui desservent un lieu qui est à 600 mètres, mais qui permet d'irriguer le reste de l'agglomération, des territoires voilà, où on ne peut pas. Et donc, on peut essayer comme ça de rendre visible, rendre compréhensible et éventuellement adapter l'offre de transport en commun existante en s'appuyant sur l'existant
Voilà. Et le deuxième élément important, c'est qu'il y a des parkings vélos, un gardienné, un peu agrandi chaque année, des pas gardiennés. Il y a du parking du vélo là qu'on voit qui s'accroche un peu partout. Et en fait, la problématique pour eux, en fait, pour moi, ce n'était pas les vélos qu'on voyait, c'est les vélos qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que euh, par rapport, donc c'est un festival qui a quand même 30 000 personnes par jour, par rapport à la fréquentation et au fait que le public était très local, on voyait très peu de vélos par rapport au rayonnement potentiel. Parce qu'en fait, le système vélo, le problème, c'est ceux qu'on ne voit pas, c'est les gens qui n'osent pas venir parce qu'il n'y a pas de consigne, parce qu'on a peur de perdre son vélo, se faire voler, euh, parce que se garer dans le parking gardienné qui est trop petit, c'est pour peut-être faire la queue, etc. Et donc, du coup, il y a vraiment un enjeu à réfléchir comment on massifie le vélo. Et ça, par exemple, c'est des choses qu'on va retrouver aussi on verra tout à l'heure, sur des salles de concert, des salles de spectacle dans des grandes villes, euh, par rapport au potentiel de personnes qui pourraient venir en voiture de vélo, comment on fait pour massifier? C'est pas parce qu'il y en a un peu qu'il faut se dire que c'est satisfaisant. Par contre, autant dans les territoires plus ruraux, où le vélo peut avoir un effet qu'à la marge, je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est peut-être pas là qu'il faut mettre les efforts. Il faut choisir ses efforts. Si on n'a pas les moyens de tout faire, il faut choisir un peu là où on met les efforts. Élément qui me semble très important, c'est comment on communique de manière ciblée. C'est que souvent, en fait, on communique sur la mobilité, euh, un peu de tout à tout le monde. Des fois, on peut mettre une newsletter de temps en temps pour dire vous pouvez venir en train, vous avez une page pratique, vous marquez vous pouvez venir en train, vous pouvez venir en transport en commun, machin, et après, on met en lien vers le site de la SNCF, et après, c'est démerdez-vous. Vous pouvez venir en transport en commun, on met un lien vers le site des transports en commun locaux, et après, c'est démerdez-vous. Euh, alors que tout ne doit pas intéresser tout le monde. Ce qu'on a pu tester avec Déjà sous les pommiers, que certains ont voulu tester, mais vous verrez, en fait, ils sont pris trop tard. Ils n'avaient pas modifié leur billetterie pour avoir le code postaux, ou ils ont modifié la billetterie, mais ils n'ont pas le temps de faire les newsletters dans la dernière ligne droite. Ce qu'on a testé avec Déjà sous les pommiers, c'est d'envoyer des newsletters séparées, différentes, envers ces intercommunautés. Sur l'intercommunauté, on a fait la promotion du nouveau système de covoiturage et d'autostop mis en place par l'Interco. En orange, c'est ceux qui habitent autour des gares de la ligne Caen-Granville qui dessert Déjà sous les pommiers avec une offre qui n'est pas suffisante aujourd'hui, mais on essaie de leur parler directement. Et en bleu, c'est tous les autres où on a essayé de comprendre qui étaient les festivaliers touristes. C'était les résultats d'enquête que j'ai posés tout à l'heure. Et du coup, on a envoyé comme ça des mails ciblés et aussi aux bénévoles. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est que du coup, on a eu des taux d'ouverture très importants, en moyenne 70%. Donc, c'était 2 semaines avant le festival. Des taux de clics aussi supérieurs à 10%, sauf sur le train, mais comme l'offre de train n'était pas adaptée et que les gens étaient 2 semaines avant, ils avaient déjà pris leur billet en fonction. Donc, ceux qui avaient déjà pris des billets pour le soir, en fait, ils n'étaient forcément pas intéressés. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on fait comme ciblé, et j'ai vu qu'il y a quelqu'un de like, je pense que c'est un peu leur sujet. Il y a ce lien-là, comme on dit, la billetterie, qu'on peut poser des questions pour avoir questionné. Donc, les questions essentielles, c'est le code postal, idéalement la commune, parce que quand on travaille après à l'échelle locale, c'est pas la même chose. Deux, des fois, on peut questionner sur comment vous envisagez de venir. Est-ce que vous envisagez de venir en transport en commun, en vélo, est-ce que vous êtes ouvert au covoiturage ou pas? Ça peut permettre peut-être d'amener une information plus pertinente sur la mobilité. Et la dernière question qui est intéressante, c'est où est-ce que vous comptez dormir? Vous le voyez par rapport au. Là, je parle pour les festivals, pas forcément la même chose pour d'autres, mais ça peut donner des indications sur qu'est-ce que je peux vous donner comme info pour vous aider à changer vos mobilités. Dernier élément que je voulais laisser sur ce retour d'expérience, c'est la question du covoiturage. En fait, le covoiturage, donc il y a un covoiturage informel souvent qui se fait plus important qu'au quotidien. Mais quand on veut essayer de dynamiser et faire des plateformes, souvent ça ne marche pas.
Et donc, en fait, ce qu'on a travaillé avec plusieurs festivals, c'est comment, en fait, pour activer, il faut commencer par trouver des ambassadeurs. Et donc, du coup, de réfléchir qui peuvent être les premiers à mettre des annonces. Parce que quand il y a 0 annonce, les gens il y a rarement des volontaires pour faire le premier. Donc, il faut essayer de voir comment on commence à amorcer la pompe. Et je voulais partager l'exemple des promenades musicales en Pays d'Auge. Donc, c'est un festival au mois d'août pendant 10 jours de musique classique dans les lieux patrimoniaux, 40 concerts sur 10 jours dans 40 lieux différents, ou 30, avec 0 transport en commun. Tom, qui suivait la formation, le premier jour, il m'a dit, non, Benoît, j'ai dit oui à la formation, mais en fait, nous, ça ne marchera jamais, vu notre situation, on ne trouvera jamais des choses. Et effectivement, ils avaient mis en place une plateforme de covoiturage avec 0 annonce l'année dernière. Et du coup, il doutait. Et en fait, en travaillant avec lui, donc vous verrez après sur la partie formation, il y a des parties travail individuel, collectif et de l'accompagnement individuel. Et en réfléchissant sur ce sujet avec lui, finalement, il est arrivé à l'idée que l'association qui porte le festival a 2000 adhérents. Et du coup, les adhérents de l'association pouvaient être en fait, les ambassadeurs qui amorcent la pompe. Sachant que les motivations pour eux, ce n'est pas forcément l'écologie. Mais alors là, on est sur le public vieillissant et donc, par exemple, l'argument de solidarité peut être un argument important. Ah, il y a des personnes adhérentes, mais qui sont plus âgées, qui ont une difficulté pour se déplacer, pour prendre la voiture, ou prendre la voiture le soir, parce que rentrer le soir, ça pose des problèmes à pas mal de gens. Ah, pour la solidarité, un peu. Pour le partage d'une passion, on peut, parce que on peut se dire que le festival, le spectacle, il commence au moment où on se retrouve entre passionnés de musique classique pour aller voyager ensemble. Ça peut être aussi un levier, parce qu'eux, ils ont pas mal de touristes. Alors, pas des touristes comme Jassou le Pommier qui viennent spécifiquement sur le territoire pour le festival, mais des touristes qui viennent sur le territoire et qui cherchent des activités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le territoire pendant leur séjour. Et donc, ces ambassadeurs peuvent être aussi, ça peut être aussi une manière d'accueillir les touristes. Voilà. Là, on peut trouver en fait des arguments qui ne sont pas forcément l'écologie, et qui sont rarement l'écologie. Pour le festival magnétique à Bernay, les ambassadeurs qu'on a identifiés, alors c'était trop tard pour le mettre en place, donc ils ont commencé le travail avec de promotion du covoiturage, mais le travail spécifique sera pour l'année prochaine. Là, c'est un public très jeune, d'adolescents et de jeunes adultes. Et ce qu'on s'est dit, c'est que les ambassadeurs du covoiturage, ça peut être les parents qui amènent les gamins en journée, qui reviennent les chercher le soir, et qu'une manière de développer le covoiturage, ça peut être de jouer sur la solidarité entre parents pour faire le taxi. Et que du coup, ça pouvait en plus contribuer à faire connaître le service de covoiturage mis en place par l'intercommunalité qui est peu connu aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais vous parler des similitudes entre les lieux. Et je vais utiliser pour ça quelques éléments de l'étude que j'ai faite en Gironde. Et là, vous voyez, j'ai cartographié, je suis parti des données, des lieux identifiés dans une base de données nationale, des lieux culturels, qui s'appelle Basilique, et de l'offre transport en commun. Alors, on voit que les principaux lieux, en fait, sont concentrés sur le Rose, c'est Bordeaux Métropole, qu'on en retrouve après un peu au bassin d'Arcachon, qu'on en retrouve à Libourne en haut à droite. Et après, c'est plus disparate, sachant que les points avec les plus gros points qui ont le plus de flux, quand on est hors du centre, souvent c'est les cinémas. Parce qu'on a tendance des fois à ignorer des cinémas qui sont des lieux importants, que ce soit des cinémas d'art d'essai ou des cinémas pas d'art essai, mais qui rayonnent vachement dans certains territoires qui sont peu outillés comme lieu de diffusion. Là, en fait, moi, j'ai regardé l'offre de transport en commun. Donc là, vous voyez, en fait, l'offre. J'ai regardé le vendredi, samedi, dimanche, et avant 21h et après 21h. Et donc là, vous voyez, en fait, le vendredi dans la journée, en vert, vous avez l'offre sur Bordeaux Métropole. En jaune, vous voyez, autour d'Arcachon. En bleu,
le réseau local de Libourne. En noir sont les TER et en rose sont les cars interurbains gérés par la région. Mais quand on regarde vraiment après, qu'on regarde différemment, ces 3 journées avant 21h et après 21h, on voit que, grosso modo, il n'y a qu'à Bordeaux Métropole où il y a une offre importante de transport en commun après 21h tous les jours. Les TER, là, il y en a quelques-uns, encore un peu, pas BZF, et ça dépend des lignes. Mais tout le reste, en fait, ça n'existe plus. Après 21h, ça n'existe plus. Et au revoir, Amani qui doit nous quitter. Amani, tu recevras le replay tout à l'heure. Ah non, oui, bref, si, on verra. Les autres, il y a eu des mises en place, même sur les petites agglos d'offres transport en commun, mais en général, en fait, elles s'arrêtent à 21h. Et ils ont vachement amélioré pour eux leur situation. Donc là, ils n'iront pas plus loin. Voilà, ils ont fait des efforts pour eux. Ils n'iront pas plus loin de suite. Parce qu'aussi, il y a des contraintes financières. Donc, grosso modo, on se trouve en fait avec 2 typologies d'enjeux. Les enjeux dans les petites villes à la campagne. Et là, quoi qu'il arrive, il n'y a qu'une part limitée du public qui peut venir autrement qu'en voiture. Même quand on a une ville de 5, 10 000 habitants, et ça prend une partie du public, mais forcément une partie qui vient au-delà, parce qu'il y a plus de transports en commun, donc c'est inexistant ou faible, en particulier le soir, le week-end. Donc là, le covoiturage sera un levier incontournable, quoi qu'il arrive. On peut essayer de valoriser le transport en commun et le vélo sur place, ça peut être des leviers intéressants, mais quoi qu'il arrive, le covoiturage sera un levier incontournable. Et ce qu'on verra sur les lignes de transport en commun, ça c'est un petit teaser pour après, c'est qu'il peut y avoir un potentiel de mise en culture de certaines lignes. Je vous en parle un peu plus loin. Et du coup, là, on peut prendre l'exemple de la Luciole, une SMAC qui est à Alençon, qui a fait partie du projet Déclic aussi du SMA et de la FEDELIMA. Ce qu'ils ont réussi à mettre en place l'année dernière, donc, vous avez essayé d'associer à tout ce truc, à tout leur cheminement, l'Interco, et ils ont réussi à obtenir que 2 fois en l'automne dernier, la régie de transport en commun mette en place une navette supplémentaire. Ils ont travaillé et ils ont beaucoup travaillé pour faire en sorte que, pour la remplir, pour dire on essaie d'obtenir quelque chose, mais du coup ils ont travaillé avec les résidences des lycées, il y a une CADA, les centres sociaux, pour que dès la première expérience, en fait, le car soit plein. Et ça a bien marché. Mais ça a tellement bien marché que la régie de transport, en fait, pour l'instant, a décidé d'utiliser le même système pour d'autres événements, sportifs notamment, et ils refont en fait une expérience là à l'automne. Mais c'est pas suffisant, ils n'ont pas juste fait ça, ils ont aussi travaillé sur le covoiturage, et en fait, ce que témoignait Céline Ferry à table ronde que j'animais au congrès du SMA, c'est qu'ils se sont retrouvés avec la même problématique de, tout le monde dit oui, il faut faire le covoiturage, mais en fait, dans le groupe des bénévoles, les groupes qui travaillent sur la transition écologique, finalement, il n'y en a aucun qui fait du covoiturage. Et donc, c'est un peu paradoxal. Ils en sont venus à parler du cas d'une personne, d'une bénévole qui avait du mal à venir parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et là, hop, cet argument a apporté de suite auprès des personnes. Donc là, eux, ils travaillent sur le changement, mais effectivement en se disant, il y a ces questions de comment on travaille avec l'Interco sur la valorisation de ce qu'ils essaient de faire, parce qu'en fait, la régie était très intéressée parce que d'utiliser la renommée du fait de la salle pour valoriser ces transports en commun qui sont peu utilisés au quotidien, et d'autre part, le covoiturage, d'essayer de travailler sur les effets de solidarité pour faire petit à petit monter la sauce. Sur les grandes agglos, en fait, on pourrait se dire, ça peut être trompeur, on pourrait se dire, c'est là où il y a l'offre culturelle la plus importante, où il y a une bonne activité en vélo, en transport en commun et à pied, et donc tout va bien. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que l'activité réelle, des fois, on peut y avoir des trous dans la raquette. Si vous êtes au centre de l'agglo, en général, ça va aller.
si vous avez un lieu ou un événement qui se trouve dans une commune périphérique ou dans certains quartiers, là, vous pouvez avoir des problèmes d'accessibilité qui ne sont pas si simples par rapport à l'offre. Mais aussi parce que vous avez des usages des habitants qui peuvent être, pour certains, il y a une part plus importante de gens qui font du vélo et transport en commun, mais vous avez des gens qui sont toujours en fait qui ont des pratiques au quotidien de voiture et donc qui vont rester sur ces pratiques-là. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là, mais le plus gros enjeu, c'est que ces lieux, pour ceux qui ont une forte attractivité qui peut varier sur la programmation d'un lieu, mais en fait, ce qui va peser dans l'impact des déplacements, c'est les gens qui viennent au-delà du périmètre de l'agglo. Comme on le voyait tout à l'heure sur la belle électrique, finalement, ceux qui pèsent le plus, ce n'est pas les gens qui habitent dans la métropole de Grenoble. C'est sûrement les gens qui viennent de plus loin. Et donc, là, en fait, un opéra, une grande salle de concert, ou certains, genre, quand vous faites des concerts avec des têtes d'affiche, c'est peut-être là qu'il y a un travail à faire sur les gens qui viennent de loin. Et du coup, d'essayer de cibler ces personnes-là pour essayer de bouger, de travailler sur eux. Dernière petite idée que je voulais partager, c'est ce que j'appelais la mise en culture d'une ligne de transport en commun. Là, qu'on a fait comme exemple sur la ligne de train Libourne-Bordeaux-Arcachon. Donc, c'est une ligne sur laquelle les acteurs locaux ont beaucoup investi pour améliorer l'offre, mettre des trains plus tard. Et là, ils font de gros travaux pour toujours, il y a des trains toutes les heures. L'objectif, c'est d'avoir des trains toutes les demi-heures d'ici 2028. Donc, un projet partenarial entre la région, la métropole, l'État, le département. Et on a dit, mais si on regarde le long de cette ligne, en fait, j'ai oublié combien, mais du coup, il y en a une quinzaine de salles de concert, salles de spectacle, cinéma, plus une quantité hyper importante de bibliothèques, de médiathèques, plus à 15 minutes à pied, 10 000 scolaires. Et donc, en fait, vous avez dans cette ligne, vous pouvez avoir une saison culturelle à part entière, complète. Peut-être que certaines communes n'ont qu'une salle de spectacle, mais en fait, la commune d'après ou celle encore d'après, à 10 minutes en train, en fait, vous avez le cinéma. Et donc, du coup, en fait, il peut y avoir des effets de travail pour les acteurs culturels de créer carrément une saison culturelle selon cette ligne pour offrir une diversité de choses qu'il pourrait y avoir pour les sorties scolaires. La problématique des sorties scolaires, c'est que la partie activité culturelle va être payée par le pass culture, mais souvent, ce qui bloque, ça va être le déplacement des élèves où l'établissement scolaire doit trouver le moyen de financer l'écart. Bon, mais là, en fait, avec 10 000 scolaires à côté de ces lieux, il peut y avoir en fait un travail d'animation pour mettre en lien lieux culturels, établissements scolaires et transporteurs pour favoriser, développer les sorties scolaires et du coup un dispositif gagnant pour tout le monde. Alors, là, on arrive un peu sur la partie action. J'ai essayé de balayer un certain nombre de choses, pas pour faire le tour du sujet, mais pour ouvrir un peu les horizons. Si je vais vous donner 4 conseils là pour des choses que vous pouvez faire pour passer à l'action. Et n'hésitez pas, je vois qu'il y a 3 questions, j'ai parlé quoi, mais n'hésitez pas à en poser pour la suite. Du coup, 4 conseils. Le premier, c'est des choses que vous pouvez faire là rapidement, c'est essayer d'identifier, par rapport à des exemples que je vais montrer, des levées potentielles par un nouveau regard sur vos publics. Dans l'idéal, on aime bien faire une enquête mobilité un peu complète. Ce ne sera pas forcément une problématique si vous êtes en lieu, sur la programmation, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire de simple déjà pour, si vous êtes complètement dans le brouillard, vous pouvez faire des choses en fait très simples pour déjà avoir une première idée. Vous pouvez, par exemple, si vous avez une billetterie et que vous êtes devant les codes postaux, déjà faire une analyse des codes postaux. D'où viennent les gens? Il ne s'agit pas de savoir, en fait, est-ce que je suis sur Lille, est-ce que j'ai 50 ou 55% des gens qui sont à Lille? En fait, on s'en fout. Vous avez besoin de connaître un peu les proportions. De se dire, est-ce que j'ai un public vraiment qui est que à Lille Métropole,
sur l'île métropole. Est-ce que ça sort de l'île métropole? Et c'est pareil j'ai vu certains sont à Turcoing ou je ne sais pas où. Voilà. Soit en regardant la billetterie, soit en faisant des petits questionnaires un ou deux soirs, déjà pour savoir un peu, avoir des idées. Deuxième chose dans cette thématique-là, c'est essayer de tester les parcours usagers. Voilà. Mettez-vous à la place, vous dites, venez en train, venez en transport en commun. Essayez de voir depuis les infos qu'il y a sur votre page info pratique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est si simple que ça et, pour votre public? Et là, je vous recommande de faire ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire vous dire, ben, je prends Marie qui a 27 ans, qui habite dans telle commune et qui aime, voilà, qui a l'habitude de prendre la voiture. Voilà. Essayez de prendre des exemples pour essayer de tester ces parcours. Parce que si on ne les teste pas, en fait, on ne s'aperçoit pas tous les complications qu'il peut y avoir. Et troisième élément là-dessus, c'est de vous dire, bon, sur quelle communauté je peux m'appuyer. Si je devais commencer les choses, est-ce qu'il y a une partie de mon public ou tout à l'heure d'adhérents à ma structure qui pourraient m'aider pour être des gens avec qui on peut commencer les choses? Parce que ça peut vous aider, soit parce que vous pouvez leur écrire, soit parce que vous avez un groupe de bénévoles, soit vous pourriez vous dire, voilà, est-ce que si je veux travailler sur les cyclistes, est-ce que je veux essayer de trouver, faire un appel pour avoir quand je vois les cyclistes qui viennent à ma salle, d'essayer de les alpaguer pour essayer de les convaincre de travailler sur un groupe, voilà. Sur qui je peux m'appuyer pour travailler et pas dans le vague. Deuxième conseil, c'est vraiment explorer votre potentiel de communication ciblée. Et pour ça, en fait, il faut regarder un peu vos outils. Qu'est-ce que vous utilisez pour votre billetterie? Du coup, je sais que c'est pas toujours facile parce que des fois, il y a une partie de billetterie qu'on gère soi-même, des fois une autre qui est déléguée à la FNAC compagnie, donc on n'a pas forcément accès aux données. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire des newsletters? Est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à utiliser les données de la billetterie pour alimenter votre newsletter? Est-ce que vous demandez, ne serait-ce que la billetterie, à pouvoir dire est-ce qu'on peut utiliser votre adresse pour vous envoyer des infos? Enfin, regardez un peu tout ça et aussi quelles sont vos compétences. Parce que des fois, vous pouvez avoir des personnes qui font la com, mais qui savent gérer les outils dans leur utilisation actuelle, mais qui auraient besoin de renfort de compétences. Deux, donc, c'est paramétrer votre billetterie tout à l'heure, suivant votre situation, que ce soit un événement ou un lieu. Ça peut être intéressant de demander un code postal, la ville, comment ils vont venir, des choses qui vont peut-être vous donner des infos pour pouvoir mieux communiquer auprès d'eux. On avait le festival à Cherbourg, les Arts et Mutés, voilà, qui en fait s'est aperçu que eux, ils n'avaient pas mis le code postal, donc en fait, ils pouvaient, la billetterie était lancée, donc ils n'ont pas pu. Mais eux, il y avait un enjeu effectivement à pouvoir distinguer le public qui était dans Cherbourg, dans Cherbourg et dans Cherbourg Aglo, pour pouvoir avoir des communications différentes. Bon voilà, et du coup, et troisièmement, là encore, il faut faire pas à pas, essayer de tester de premières newsletters ciblées. Voilà. Essayez de voir si ça marche. Essayez, par exemple, si vous vous dites, ben, je prends sur une salle qui est à Lille, si j'ai les codes postaux, j'essaie d'envoyer une newsletter aux gens qui habitent à Lille pour leur dire est-ce que vous venez en vélo? On s'intéresse au vélo. Essayez de voir un peu les effets que vous pouvez avoir. Est-ce que vous avez une réactivité par rapport à ça en ciblant un sujet, un appel à l'action pour essayer de toucher. Troisième idée, c'est essayer d'amorcer de nouvelles relations avec les acteurs de mobilité. Alors, il faut savoir que la fin d'année, c'est une période idéale pour pouvoir échanger. Parce que des fois, les offres pour l'année prochaine ne sont pas encore complètement calées, parce qu'ils font leur budget. Et donc, du coup, ça va être un bon moment pour se rencontrer et du coup, se connaître et
connaître les acteurs de la mobilité et se connaître. C'est-à-dire aussi comprendre leurs problématiques. Et donc, du coup, ça peut être aussi de les inviter à des événements que vous faites, d'aller aussi peut-être aux événements qu'eux, ils font, quand ils parlent de leur projet, pour essayer comme ça de tisser du lien et pour pouvoir, du coup, très en amont, ça être pressé par le temps, explorer ensemble des axes de collaboration. Donc, j'évoquais tout à l'heure, il y en a plusieurs possibles et d'essayer de trouver des choses qu'on pourrait faire ensemble. En se positionnant pas juste du coup comme un demandeur, mais comme des alliés. Quatrième idée importante, c'est le participer à une dynamique collective. C'est effectivement quand on est tout seul, c'est pas facile. Tester quelque chose, un festival qui teste quelque chose tout seul, sur le vélo, faire des consignes vélo pour faire un garage, un parking sécurisé, gardinier avec une consigne, etc. Mais un festival qui teste tout seul, son itération, il pourra le faire qu'une fois par an. S'il y a 5 festivals qui testent ensemble et qui ne sont pas au même moment, en fait, les leçons des uns et des autres peuvent s'alimenter. C'est pareil sur les relations en fait, avec les acteurs des mobilités. Là, à Rouen Métropole, ce qu'on a fait a permis de changer de dimension en termes de collaboration via via Vivacité. Mais il y avait un deuxième festival qui s'appelle les Terrasses Jeudi, il y a des choses qui n'ont pas pu être faites pour Vivacité, qui ont pu être faites sur Terrasses Jeudi, qui était un mois et demi après. Et là, il y a un effet d'entraînement. Là, j'étais là jeudi. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de Hauts-de-France parce que j'avais 2 fois en septembre en Normandie. Donc, ils screen dynamique sur Rouen et Rouen Métropole sur les mobilités du public. Et du coup, ça peut créer boule de neige. Donc, je crois que ça peut, comme ça, amorcer. Et donc, du coup, se dire, moi, parce que du coup, j'ai beaucoup cité Lille, mais j'ai vu qu'il y avait des gens d'Amiens, de Turcoing. Du coup, ça peut être intéressant d'avancer à plusieurs, que ce soit des événements, des lieux, parce que ça peut faire aussi boule de neige avec les acteurs de la mobilité localement. Et bien sûr, il y a aussi des collaborations en fait, plus par discipline. Festival en mouvement pour les festivals de musique actuelle, mais il y a aussi cinéma en mouvement. Là, pour des cinémas auxquels les gens qui participent en Hauts-de-France, mais du coup, il y en a aussi en Normandie. Voilà. Ça peut être facile pour être pas tout seul, pour avancer ensemble. Et du coup, c'est des avis des partenaires. Par exemple aussi, du coup, en Normandie, vis-à-vis de la région, ça donne plus de poids à tout le monde si vous êtes plusieurs à avancer ensemble. Et là, on va arriver à un deuxième petit, avant que je parle un peu de la formation, je voudrais voir un peu vous, votre retour. Là, après tout ça, j'ai beaucoup parlé. Finalement, après après cette présentation, vous êtes comment là? Vous êtes comment top, c'est non. Excuse-moi, oui, j'ai peut-être pas terminé le précédent. Top. Hop, là. Eh bien, c'est bon, soumettre autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Veuillez choisir soumettre autre. Voilà, hop. Est-ce que vous dites, c'est bon, moi je suis. Nous, on est prêt à foncer. Je suis prête à foncer, c'est bon, en avant, j'y vois clair, je fonce. Est-ce que vous dites, je suis plutôt confiant, là encore, voilà, les idées, elles étaient déjà un peu claires ou elles le sont plus. Donc, je vois un peu la direction, mais peut-être que j'ai encore des choses que j'ai besoin pour pouvoir pleinement avancer. Je ne vais pas assurer encore des résultats, il me manque encore des choses. Et la question, du coup, c'est aussi quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Je suis plutôt inquiet, donc oui, peut-être qu'il y a des pistes que je vois mieux, mais je ne vois pas encore tout à fait comment, dans ma situation, je vais y arriver. Pour des raisons internes, pour des raisons externes, de partenaires, voilà.
Et ou est-ce que vous êtes encore, c'est pas clair? Alors là, tout le monde n'a pas répondu. Ce serait bien que n'hésitez pas à répondre, à commenter, pour nous dire justement de quoi vous voulez qu'on parle après. En attendant, du coup, moi, je vais vous présenter un peu plus, avant de passer aux questions-réponses, cette formation, dont on lance 2 sessions à partir de novembre en Hauts-de-France et en Normandie. Pourquoi, en fait, cette formation? Parce qu'on voit bien qu'il ne suffit pas d'identifier des axes de travail pour y arriver. C'est pas facile. Et donc, du coup, l'idée, c'est de comment accompagner ce passage à l'action pour y arriver. Et donc, du coup, qu'est-ce que cette formation action? C'est vraiment une formation action. Donc, c'est l'idée de passer à l'acte sur vos projets. C'est pas on reste dans le vent sur la théorie. C'est vraiment de travailler sur vos dossiers à vous pour arriver à mettre en place un plan d'action ciblé, réaliste et opérationnel pour avoir des résultats concrets d'ici un an. Et du coup, l'intérêt pour moi, c'est 2 choses complémentaires. C'est l'idée d'avoir des résultats concrets, donc de définir un plan d'action, de réussir les premières actions, de préparer la suite, mais aussi de l'acquisition de compétences. C'est-à-dire que c'est pas une formation pour faire à votre place. L'idée bien, c'est de vous permettre d'acquérir, de développer vos compétences, pour pouvoir travailler dans le temps, durablement. Mais la deuxième dimension qui est importante, j'ai déjà évoqué, pour moi, c'est vraiment de pouvoir avancer sereinement. C'est d'avoir un cheminement collectif et individuel, accompagné pendant 11 mois, on verra après, et une formation multimodale qui s'adapte à vos contraintes. C'est pas d'être 11 mois sur le pont en permanence, c'est plutôt de pouvoir avoir quelque chose de souple. Et le cheminement collectif, vous allez voir, c'est euh, à la fois de partager avec les autres participants à la formation, mais aussi dans l'accompagnement individuel, de pouvoir partager aussi avec votre équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, c'est sur 11 mois, enfin 17 semaines, mais en fait, c'est un petit peu chaque semaine. C'est pas, et pas toutes les semaines, on va voir. C'est pas, c'est l'idée, c'est d'avoir une part de travail individuel via une plateforme, des vidéos, des exercices, et vous êtes un petit peu travaillé, des temps collectifs en présentiel et en visio, et 5 séances d'accompagnement individuel auxquelles pourra participer votre équipe. Parce que des fois, effectivement, s'il y a une personne qui s'occupe de la transition écologique qui fait la formation, mais elle se dit, ah, là, j'ai quand même envie de partager mon cheminement et d'échanger avec ma direction, avec mon collègue qui s'occupe de la com. Ces temps d'accompagnement peuvent être ouverts aux autres membres de votre équipe. L'important, c'est que vous fassiez le taf. Voilà. Et donc, si ça peut vous aider, parce que c'est pas toujours facile d'entraîner son équipe, sa direction, ses collègues. Voilà, c'est fait pour ça. Le travail il va être fait à la fois de manière souple et rigoureuse, donc de pouvoir voir des choses qui s'adaptent à votre organisation personnelle. Et donc, grosso modo, les semaines où il y a du travail individuel en e-learning, c'est plutôt ciblé sur lundi, mardi. En général, vous avez 2 jours pour le faire quand vous voulez. Et c'est en général 1h30, mais des fois 1 heure et des fois 2 heures. Donc, et vous avez un calendrier complet pour pouvoir caler le temps pour vous dire, ben là, je me bloque 2 heures, je le fais, et puis du coup, ça ne me bloque pas le reste. Et je le fais quand ça m'arrange. Les temps d'accompagnement individuel, ils sont en général jeudi, vendredi, parce que moi, au milieu, je me garde le mercredi, grosso modo, pour pouvoir suivre un peu ce que vous faites, pour voir qui arrive à faire les choses, qui est bloqué. Si vous avez des questions, pouvoir y répondre. Voilà, pour pouvoir. Et les temps collectifs, ça dépend un peu des jours, c'est plutôt une question d'organisation. Grosso modo, comment ça va se dérouler? On va avoir 3 séquences. Une première jusqu'à début février. C'est quand même 30 heures sur les 40. Donc là, il y a vraiment un petit peu chaque semaine, avec 2 temps forts. Donc une visio de lancement début novembre. Alors il y a beaucoup de Hauts-de-France, genre une visio qui serait le 3 novembre, après les vacances Toussaint. Une journée en présentiel le 9 décembre. Là, il va s'agir on va
commencer à vous donner ça pour le sujet, et puis on va faire vraiment une journée de brainstorming collectif pour vous aider à creuser les axes potentiels de travail de votre plan d'action. Et début février, on fera une demi-journée de présentation de plan d'action avec l'idée de faire comme on l'a fait en Normandie cette année, de faire une session de présentation où en fait tout le monde présente, mais vous pouvez inviter vos partenaires, les acteurs de l'écosystème des mobilités, de la culture, pour que ça fasse foisonner. Et du coup, ça sera aussi un levier pour vous pour convaincre. Par exemple, je suis dans une interco, et bien en fait, si chacun présente les projets qu'il a avec son interco, ça peut créer aussi des effets d'entraînement, d'émulation entre les acteurs locaux. Et pour la première session, on s'est arrêté là. Et en fait, donc tous ont présenté leur plan d'action, mais derrière, on les a un peu laissés à eux-mêmes pour ceux qui n'avaient pas l'accompagnement renforcé. Et c'était un peu dommage, donc c'est pour ça que j'ai prévu deux petites autres séquences. Une petite séquence en mars-avril, où l'idée c'est d'avoir encore 4 heures là pour, entre l'e-learning, l'accompagnement individuel et une vision en collectif pour partager les éléments de réflexion sur la mise en place. Par exemple, ceux qui veulent faire une communication ciblée, moi j'y arrive, j'ai fait ça, et vous, d'être accompagné à ce moment-là. Et je le dis parce qu'on m'a posé la question, on est prévu d'aller sur mars, début mai, mais en fait, il semblerait qu'il y ait plusieurs festivals qui sont début mai qui veulent faire la formation, donc on va avancer un peu les dates pour que ce soit confortable pour vous. Qu'il y ait un temps de latence, que ce soit là où il y a le plus de festivals, mais qu'il soit aussi le temps de la fête saison des lieux et la préparation de la suivante, pour pouvoir un temps d'expérimentation et qu'en septembre-octobre, on a encore 6 heures pour pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé et se projeter par la suite avec, à la fin, un dernier petit atelier de travail d'une demi-journée pour partager un peu où en sont les différents participants et comment ils se projettent sur la suite. Et j'ai bientôt terminé. Donc, 2 sessions, je l'ai dit, Hauts-de-France et Normandie en parallèle, et donc du coup, qui pourront aussi se nourrir pour ceux de disciplines similaires. Hein. Je pense qu'on a eu pas mal d'art de rue la fois d'avant en Normandie, et du coup, il peut y en avoir en Hauts-de-France, et il peut y avoir des cinémas Normandie Images à relayer auprès de ses adhérents et des cinémas en Hauts-de-France qui peuvent aussi s'alimenter en parallèle. Le prix, du coup, c'est la formation professionnelle. Donc, du coup, donc j'ai pas redit, hein, c'est quand même 40 heures en fait. C'est étalé sur 11 mois, mais vous l'avez vu, hein, on va essayer de. La première fois, je partais un peu dans le brouillard, donc je ne sais pas trop ce que ça allait demander. Là, pour cette deuxième session, là, c'est un peu plus clair. J'ai retravaillé un peu tout le parcours pédagogique pour essayer de tenir les délais, c'est-à-dire que vous puissiez faire ça en 40 heures. Et peut-être que vous travaillerez à côté sur vos propres actions, mais en fait, qu'on puisse faire les choses dans le temps imparti, donc de manière souple pour vous. Ça coûte 2 000 €, c'est exonéré de TVA, c'est la formation professionnelle. Ça peut être pris en charge par votre OPCO, hein, l'organisme financeur des formations. Il faut savoir les délégations Normandie et Hauts-de-France soutiennent la formation, que l'AFDAS a déjà financé, en fait, financé 10 des 15 participants à la première session. Et donc, du coup, en soi, c'est plutôt, c'est plus de vous aider à faire vos demandes, à utiliser les points dispositifs. Donc, du coup, les 2 délégations en Normandie et Hauts-de-France sont OK pour vous accompagner. Et nous, on est là pour faire vos relais. Donc, avec Anne-Laure et Johan de Haute Fidélité et avec Emeline, on est là pour vous aider à faire vos demandes, pour rendre ça facile. Il n'y a pas de souci. Et je le dis au cas où, certaines des fois peuvent dépendre de Uniformation, qui est l'OPCO, pas de la culture, mais de l'économie sociale et solidaire. L'Uniformation financier pour une personne de formation à la première session, mais aussi beaucoup des formations que j'ai fait pour les agences et réseaux, pour les structures collectives. Il ne peut pas y avoir de problème avec Uniformation non plus. Mais on est là aussi pour vous aider. À qui s'adresse? Alors, il y a bien sûr les directions d'événements, de lieux. Il y a les personnes qui s'occupent spécifiquement de la transpsychologie, des mobilités, de la communication, des publics. Et il peut y avoir aussi, parce que on n'y avait pas pensé, on s'est retrouvé la question
des intermittents qui sont en charge de ces sujets pour une structure. Donc, ce ne sont pas des salariés à temps complet. C'est la déléguée de l'AFDAS Normandie qui m'expliquait qu'en plus, que non seulement, du coup, en général, on trouve toujours argent pour les structures. Il y a plein de dispositifs qui existent, même quand ils ont consommé un petit peu pour arriver à financer les formations. L'intérêt des intermittents qui sont en charge de ces sujets pour une structure, c'est qu'ils ne vont pas taper sur le budget formation de la structure, ni sur leur budget pour leur formation propre. Quand ils sont en charge de certaines fonctions pour une structure, il y a encore des crédits différents. Donc, ça peut être un levier comme ça de financement. On a eu la question donc, par l'AFDAS, mais effectivement, ces questions de mobilité publique, des fois, ça concerne aussi d'autres acteurs, d'autres secteurs qui dépendent aussi de l'AFDAS, le sport, l'événementiel et le tourisme. Et donc, éventuellement, peut-être, il n'est pas impossible qu'il y ait quelques secteurs, mais ça peut être à la marge, mais ça peut être pour vous aussi, des fois, pour certains, de dire, ah, je suis dans une petite ville, j'essaie de tirer d'autres personnes de venir parce que ça nous aidera pour plus on sera en montée en compétence là-dessus, plus on aura des arguments pour faire bouger l'interco sur la mobilité. Ben, ça peut être aussi, on est quand même sur des problématiques quand même qui sont assez proches de comprendre ces publics et s'identifier les leviers sur lesquels on peut agir. Des leviers qui peuvent être un peu différents, mais on est quand même sur le même type d'approche, à mon sens. Voilà. Dernier point de précision, il n'y a besoin d'aucune connaissance préalable. Si vous avez une première appropriation du sujet, c'est bien, mais en fait, si vous en êtes loin, il n'y a pas de souci, ça sera accessible. Et voilà. Et donc, du coup, nos contacts, si vous avez besoin, et là, je vais faire un dernier petit truc avant de passer aux questions. Donc, vous avez nos coordonnées. Pour participer, du coup, ça sera assez simple. Je vais publier ça. Envoie. Hop. Ah non, c'est pas ça que je passe. Hop, je vais pas le faire comme ça. Promouvoir. Notification. Voilà. Vous voyez en bas, vous pouvez en fait aller sur ce lien si vous avez plus d'infos et vous inscrire demander inscription à la formation. Ce qu'on fera, ça se fera tranquillement, c'est qu'on vous enverra un devis avec le programme pour que vous puissiez l'envoyer à l'AFDAS ou une information ou n'importe qui pour la prise en charge. Et là-dessus, on pourra vous aider. Et après, quand ce sera bon pour vous, vous l'envoyez et on finira l'inscription, on va faire des conventions, il y a plein de trucs. On vous aidera, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Et donc, on va pouvoir passer voilà, non, ça c'est l'offre. Aux questions-réponses. Alors, je vois qu'il n'y a que 3 questions. Le chat a l'air d'avoir été assez calme. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on a comme question, Anne-Laure et Johan? Il y a eu une question de Romain sur ta première diapo, mais à laquelle Emeline a répondu. Et une deuxième question que j'ai vue apparaître de Vincent, c'est quand tu présentais l'exemple d'un festival normand en Pays d'Auge. Ouais. Voilà, qui n'avait pas d'offre de transport en commun, mais plutôt qui devait donc travailler le covoiturage. Et Vincent, alors tu m'arrêtes Vincent si c'est pas à ce moment-là, mais tu as posé la question suivante. Ces questions doivent être faites dès l'ouverture de la billetterie. Alors ça, c'est la première diapo à laquelle Emeline a Ouais. répondu sur la question de Romain. Ouais. Je ne comprends pas la seconde Ouais, colonne. c'était pour remontrer, effectivement, du coup, là, ils ont regardé, en fait, la seconde colonne, c'est les kilomètres parcourus. Et effectivement, on voit qu'il y a 49% qui viennent à pied, mais en fait, c'est ceux qui viennent juste à côté. Donc, eux, ils vont faire 500 mètres, 1 kilomètre, alors que ceux qui vont venir en voiture vont faire 5, 10, 50, 100 kilomètres. Et quand on calcule, pour ceux qui calculent les bilans carbone, en fait, on regarde les kilomètres parcourus en voiture. Enfin, les différents modes. Et du coup, c'est là que
on voit que le rayonnement des modes n'est pas le même. Le rayonnement en vélo, en pied, ça c'est très proche. En transport en commun, en vélo, on va commencer à s'écarter. Et en voiture, on va vraiment avoir de tout. On peut avoir des gens qui viennent de pas loin, des gens qui viennent de très loin. Mais c'est là où deux personnes qui viennent en voiture, une personne qui vient de 5 km et une qui vient de 100 km n'ont pas le même impact. Et c'est là où, des fois, en fait, certains disent ah, mais on ne va jamais réussir à convaincre les locaux de faire du covoiturage. Et bien, en fait, des fois, en fait, on s'en fout. Parce que convaincre une personne qui fait 100 km, ça peut avoir plus d'impact que convaincre 10 personnes qui viennent juste à côté. Donc, c'est là où il faut choisir ses combats, à mon sens. Alors, des fois, on peut avoir des intérêts à travailler sur les locaux parce qu'on va travailler l'interco pour valoriser l'offre de transport. On peut avoir des intérêts, mais en fait, ce n'est pas la même problématique. Je ne sais pas si Romain, n'hésite pas si ce n'est pas encore assez clair. Pour Vincent, donc effectivement, plus on a des questions dans la billetterie, plus c'est pratique. Mais voilà, donc du coup, il y a des lieux, des événements qui effectivement posent le code postal et la commune. Ça peut être très pratique parce que c'est pas la même chose. Par exemple, à Coutances, entre les gens qui habitent à Coutances, la petite ville, et ceux qui habitent dans les villages autour, c'est pas la même histoire. On peut avoir le même code postal et c'est pas la même chose. Mais effectivement, du coup, mais c'est là aussi que suivant les leviers que vous aurez identifiés, peut-être que vous n'avez pas posé la même question sur l'hébergement. Je ne me rappelle plus. Vincent, toi, c'est quoi? Il fait quoi, Vincent? C'est quelle structure? Vincent, il travaille à la Lune des Pirates à Amiens pour le festival Minuit avant la nuit. Ah oui, excuse-moi, d'accord. Vincent, je me suis permise de répondre à ta place. D'accord, voilà, enfin, du coup, la question du logement, ça va être intéressant. Il y a des festivals camping qui font un camping, mais où il n'y a pas, même pas, c'est gratuit, et ils ne savaient même pas, c'était chauffé d'annonceurs, ils ne savaient même pas qui venait, même si c'est gratuit, ils ne savaient même pas qui venait au camping. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas avoir une communication ciblée là-dessus. La question du logement sera peut-être pas aussi importante pour une salle de concert. Voilà. Donc ça, il faut peut-être adapter aussi les questions par rapport à vos problématiques, à vous. C'est pour ça qu'il faut creuser un petit peu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ah, Vincent qui dit qu'il a perdu la connexion. Alors, je ne sais pas si tu as entendu 11h24, donc non, je vais recommencer. Du coup, je disais que les questions vont dépendre de ta problématique. Quelles questions peuvent être pertinentes ou pas pertinentes. Du coup, c'est pas la même chose forcément pour un lieu ou pour un festival. Un festival qui est un camping ou pas camping. Je citais l'exemple de Chauffé d'un noirceur, qui est un camping qui est gratuit, mais qui ne demande même pas d'inscription pour le gratuit. Donc, du coup, ils ne savent pas, eux, avec leur billetterie, ils ne savaient pas jusqu'à présent. Là, ils l'ont fait cette année. Ils ne savaient même pas qui dormait au camping. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas communiquer spécifiquement. Donc, ça va dépendre, la pertinence des questions va dépendre de votre situation, des leviers, des acteurs identifiés. Romain, ouais, fait partie des frustrés sans billetterie. Et alors, du coup, j'ai oublié, Romain, c'est le boulon. C'est ça, c'est. Effectivement, on verra les festivals d'art de rue. Du coup, on en avait 2 d'art de rue la dernière fois. Voilà, il faut travailler différemment. L'élément important, c'est de dire que vous avez beaucoup pour les festivals, et pareil pour les lieux, des habitués. Donc, les choses s'inscrivent dans le temps. Et donc, du coup, il va s'agir de voir comment on peut travailler, comment on peut toucher. Voilà. Mais du coup, ça se travaille. Mais je crois qu'on aura l'occasion de travailler avec le boulon, j'espère, dans le cadre de cette formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Tiens, Thierry.
Attends que Thierry tape quelque chose. Anne-Laure, Johan, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont semblé qui méritaient d'être précisés? Moi, je veux juste rajouter, mais je pense que certaines le savent déjà. Il y a eu peu d'utilisation des crédits pour les formations par l'AFDAS. Et donc, l'AFDAS a communiqué il y a quelques semaines dans ce sens-là, en disant qu'ils remontaient un peu leur plafond d'intervention jusqu'à la fin de l'année, à 2 000 € pour les structures entre 1 et 11 salariés, et 3 000, je crois, pour plus de 11. Donc voilà, ça rentre tout pile, en tout cas dans ce budget-là. Voilà, si vos collègues n'ont pas encore fait de formation, ça peut être une bonne occasion. Par contre, il ne faut pas tarder pour faire la demande. Il ne faut pas tarder, mais ce que m'a dit moi, la déléguée régionale de Normandie, en plus, c'est que donc il y a les crédits spécifiques que vous avez attachés à chaque structure, comme l'a dit Anne-Laure, et puis en fait, il existe plein de dispositifs où eux, leur boulot, c'est de trouver, en fait, on trouve, voilà, Stéphanie Germain disait, en fait, quand on veut, on trouve. En fait, ils savent des fois identifier entre vos enveloppes que vous avez à vous, mais la promotion, là, dernière, il y en avait un qui s'appelait, je vais comment, qu'ils ont beaucoup utilisé. Ils financent à 60% avec un dispositif et 40% avec l'autre, ce qui permettait de prendre en charge pour tout le monde. Et donc, du coup, ils sont là pour vous aider. On est là pour vous aider avec eux, pour trouver comment arriver à financer pour ceux qui veulent le faire. Je vois que Thierry est en train de, c'est marqué, est en train de taper depuis au moins 2 minutes. Ah. Tu vois, Thierry, tu utilisé votre équipe de 2, compliqué à travailler. Le promenade musicale en Pays d'Auge, du coup, Tom était le seul salarié à temps plein. Après les 2 directeurs artistiques, ils étaient à temps partiel. Mais du coup, c'est là où, en fait, le travail fin, voilà, c'est la formation est là justement pour, en tout cas, pour vous aider à creuser les choses sereinement, sans se laisser déborder. Parce qu'effectivement, quand on a des équipes réduites, on est pris par plein de choses. Et donc, du coup, d'un côté, il y a des injonctions d'acteurs publics pour dire il faut travailler sur la transition écologique. De l'autre, des fois, on peut avoir la sensibilité, on se dit il faut qu'on fasse, mais on sent pris un peu en tenaille. En tout cas, l'idée de la formation, c'est pour se dire comment on peut essayer de faire ça dans un cadre serein pour vous. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir toujours que des réponses comme ça innées, mais moi, je te dis que le challenge, je pense qu'on peut le relever. Voilà. Si tu souhaites t'engager là-dedans, je pense qu'on peut trouver, et il ne s'agira pas de tout trouver de suite, mais enclencher des choses. Voilà. Moi, je pense que si on est arrivé pour promenade musicale en Pays d'Auge, on peut y arriver pour, je ne sais plus ce que tu fais toi, Thierry, mais on peut y arriver. Festival de jazz sur la métropole de Lille. Juste pour aussi redonner un peu l'intérêt, mais tu l'as évoqué, Benoît, hein. Effectivement, il y a une dimension individuelle dans les approches que vous allez aborder dans cette formation. Mais il y a aussi, au travers des exemples que tu as donnés, une dimension collective, hein, qu'on parle de la métropole de Lille, le fait d'engager des réflexions qui vous sont propres, mais qui vont peut-être derrière développer des dynamiques collectives avec les collectivités, avec les transporteurs, les opérateurs. On voit ce qui s'est passé à Bordeaux, on voit ce qui s'est passé aussi sur Rouen. C'est aussi l'enjeu de la formation, d'engager une stratégie collective au-delà de vos stratégies, qui va peut-être pouvoir répondre à vos problématiques individuelles. Donc, il y a pour moi, il y a ces 2 dimensions-là, hein. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité, en région Hauts-de-France, pas trop tarder à mettre en place cette formation aussi pour qu'elle répondre à ces enjeux-là. Et puis effectivement, elle démarre en novembre. Comme expliquait Benoît, c'est que derrière, ça va très, très vite parce que vos événements vont arriver très vite. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Il y a ce positionnement individuel et aussi par rapport à ta question, Thierry, c'est que tu vas te retrouver aussi dans ces problématiques-là avec d'autres.
Donc, c'est l'intérêt, tu ne seras pas forcément tout seul, même si le travail va être important dans votre structure, vous allez partager des problématiques ensemble, quoi. Et Thierry, encore quelque chose à Thierry est dire? en train de taper, mais du coup, en attendant, juste pour l'exemple sur Rouen Métropole avec Vivacité, finalement, sur les leviers, à la fois, on s'est aperçu qu'il peut être une manière de valoriser mieux l'offre de transport en commun existante et qui pourrait se retrouver, en fait, le fait de dire, ben, on rend lisible pour chaque lieu et événement quelles sont les lignes de transport en commun fortes qui desservent, plutôt qu'avoir un plan avec tout plein de trucs ou pas. Des choses qu'on peut mutualiser. Mais sur le vélo, une des questions du coup qu'on a posées à la métropole, là, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que la métropole achète un gros parc de stationnement vélo provisoire pour pouvoir, suivant les événements, en fait, elle, mettre à disposition des événements de la métropole du mobilier qualitatif, provisoire, voilà, que ce soit le mobilier pour accrocher ou les espaces de consigne. Voilà. Il peut y avoir comme ça, en fait, des sujets qui émergent, mais où la solution arrive par une mutualisation, notamment vis-à-vis des acteurs publics. Bon, mais voilà. Au revoir Vincent. Vincent nous quitte aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Emeline, toi qui regarde ça. Ouais, est-ce que toi, tu as des remarques aussi avant qu'on Non, se quitte? ça va. De mon côté, ça va. Donc, ben voilà, ben, je pense qu'on va. Moi, Je j'avais remonte nos contacts. juste, Oui. pardon, Benoît, tu évoquais tout à l'heure le fait que ce webinaire a été enregistré et qu'on pourra le repartager. On est d'accord? Oui. Ouais, ok, super. Tout à fait. Parfait. Très bien. Voilà, effectivement, Thierry, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est là, effectivement, sur faire venir le public lillois. Voilà, et sortir que du centre. En fait, ça peut aider à construire comme ça des relations avec des lieux plus excentrés, avec des problématiques. Du coup, je le voyais, on verra en Normandie, mais peut-être qu'il y a un intérêt d'avoir comme ça aussi des typologies différentes sur les lieux, sur les événements, qui permettent de faire collectif, de faire émerger le sujet. Donc voilà, nous on se tient à votre disposition. Vous allez recevoir dès la fin du truc je vais vous renvoyer le lien vers la description pour la formation. On va vous renvoyer aussi séparément le replay que je mettrai sur YouTube pour qu'il soit accessible et diffusable. Voilà, on va faire tout ça. Et voilà, on se tient à votre disposition. Et plus on sera nombreux, plus on s'amusera. Alors, il n'y a pas eu de remarques. Il y avait des personnes qui étaient hors mais ne sont pas restés ou ne sont pas connectés, qui étaient hors région Hauts-de-France. Je vois plus qu'il n'y a plus que des gens du Nord qui sont présents. Bonjour Alix et Fabien que je n'ai pas vu passer. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On est bon? C'est votre dernier mot? Il n'y a plus rien dans le chat? Plus de questions? Qu'est-ce que ça dit, Yoann? C'est bon. Bonjour Fabien. Et à bientôt. Voilà, un dernier message de Thierry qui est en train de taper. Clément. Ah, c'est pas supposé. Allez, mais on va vous dire au revoir et à bientôt, on l'espère bien. Bonne fin de journée tout le monde. Merci à toutes et à tous. Avec Clément, on espère te voir aussi dans le train. Nuit secrète. Un bon festival camping. Allez, à bientôt tout le monde.